Bonjour, bonjour à vous. Merci, chers participants et intervenants, de nous apporter votre regard d'acteur et de décideur de terrain. Si les évolutions à l'œuvre dans le système de santé sont nombreuses, compétences des professionnels, liens ville-hôpital, pour ne citer que cela, l'objet de cette table ronde est de s'intéresser particulièrement à l'organisation des soins hospitaliers. Quelle évolution nécessaire pour assurer la qualité, la sécurité, l'accessibilité autour de trois temps. Quid de l'évolution de l'offre de soins? De quelles données disposons-nous? Quelle est la qualité du débat local? Et puis, que faire? Et puis enfin, nous aurons le regard du président du collège des directeurs généraux des agences régionales de santé. Alors tout d'abord, de quoi parle-t-on en matière d'évolution de l'offre de soins? Gérard Raymond, quel regard les patients portent-ils sur l'état de l'offre de soins dans les territoires? Quelles sont les attentes? Que doit-on changer, en sachant que les tensions sur la démographie médicale s'inscrivent dans la durée? Merci pour l'invitation. Et cela, il ne fonctionne pas? Allez, ça va. Merci pour l'invitation. Je pense que vous me donnez 4 heures pour rendre ma copie. Non, je pense que les patients, les usagers de la santé ont un regard de plus en plus critique, effectivement, sur les réponses que leur apporte l'offre par rapport à leurs demandes et aussi à leurs exigences. On voit bien que la confiance dans le système de santé se dégrade au fur et à mesure. Et on a eu une enquête au mois de mai qui montrait qu'on avait une chute vertigineuse, effectivement, dans la confiance que pouvaient avoir nos concitoyens dans le système de santé à pouvoir répondre à leurs besoins et à leurs demandes. Et ce n'est pas faute d'avoir alerté depuis des années qu'effectivement, on ne pouvait plus continuer à mettre en place une organisation qui ne serait que pour les professionnels de santé avec le patient au centre, mais que cette organisation-là devait prendre en compte effectivement les évolutions de la société, les nouveaux besoins de chacun d'entre nous, d'une façon individuelle et d'une façon collective, les spécificités des territoires, etc., etc. Et donc, c'était bien dans une vision d'aménagement du territoire qu'il fallait reconcevoir l'ensemble de l'offre de santé et de soins, bien entendu, sur chaque territoire, avec chaque partie prenante, particulièrement les élus, les citoyens et les professionnels de santé, dans leur ensemble, qu'ils soient d'ailleurs dans un statut libéral ou dans un statut hospitalier, bien entendu. Donc cette volonté de refondation et de reconstruction de l'offre sur la demande des territoires, c'est ce que nous appelons de nos voeux, et depuis maintenant bon nombre d'années et bon nombre de temps. C'est bien de dire comment on peut aujourd'hui travailler d'une façon collective, partagée, coordonnée, en prenant en compte effectivement ces nouvelles exigences. Vous parlez de données. Je crois qu'effectivement, les nouvelles technologies, le numérique et le numérique en santé sont des outils qui doivent nous permettre certainement de pouvoir mieux répondre à ces nouvelles demandes, à ces nouvelles organisations, à ces nouveaux partages de compétences qui permettent de mieux répondre. Et dans ce cadre-là, on a vu la posture extrêmement positive du milieu associatif qui a, après avoir été un peu réticent sur le dossier médical à sa naissance, à son départ, était franchement pour le développement de Mon Espace Santé et de la stratégie du numérique en santé, parce que nous avons compris dans le milieu associatif qu'effectivement, ces nouvelles technologies, menées d'une façon co-constructive avec l'ensemble des acteurs, pouvaient nous apporter une réponse pertinente à la réorganisation du système de santé. Reste aujourd'hui effectivement de franchir le cap de la réorganisation territoriale. Comment on change les mentalités? Comment on fait qu'effectivement, d'une coordination,
on arrive véritablement à une coopération et à un travail en équipe. Nous avons nous-mêmes plusieurs fois cité notre volonté de parler plutôt d'équipe traitante plutôt que de médecins traitants. Pour nous, l'équipe traitante, effectivement, prend en compte les urgences, le mal au dos, le mal au bras, le mal à ceci, récurrent, le curatif, mais aussi, effectivement, la pathologie de longue durée, la personne atteinte de pathologie de longue durée, qui doit aussi s'inscrire dans un processus à long terme avec une équipe. L'hôpital souffre aujourd'hui, dans son fonctionnement, de la désorganisation de l'offre sur le territoire. Il souffre aussi, d'une manière plus récurrente, d'un management qui doit être aussi vu et corrigé à la lumière des nouvelles technologies qui doivent permettre effectivement de réinitier la structure et le fonctionnement des structures hospitalières à l'aube du XXIe siècle, bien entendu. Voilà ce que nous attendons aujourd'hui. C'est un grand chantier. Merci Gérard. Cécile Jaglin, Grémont-Pré, tu diriges un centre hospitalier universitaire et un très bel centre hospitalier universitaire. Tu es à la tête du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire. Quel est ton regard sur les enjeux de l'évolution de l'offre des soins à l'échelle des territoires et d'un territoire? Je pense qu'il fonctionne maintenant. Alors oui, il fonctionne effectivement. Alors je voudrais quand même peut-être donner une définition, proposer une définition de l'évolution de l'offre. Pour moi, l'évolution de l'offre, c'est la réponse aux besoins de santé, Gérard le disait tout à l'heure, dans des conditions de sécurité et de qualité optimales. Je pense que c'est important de le rappeler. Et dans le souci d'une bonne utilisation des deniers publics également. Aujourd'hui, on subit en fait des évolutions plus qu'on ne participe à une réorganisation de l'offre de soins. Je vais citer simplement 2 exemples. L'organisation des urgences, où on ne dispose pas, ni à l'échelle territoriale, ni à l'échelle nationale, d'un schéma cible de services d'urgence qui fonctionneraient en réseau avec les centres de soins non programmés, avec la permanence de soins ambulatoires en maison de santé ou auprès d'équipes effectivement traitantes des patients au niveau de proximité. Du coup, on vit cet été comme les autres étés des épisodes de débordement dans les services d'urgence les plus gros, ceux qui restent finalement ouverts 24 heures sur 24, 365 jours par an, avec des patients qui, pour certains, restent sur des brancards en attendant de trouver un lit d'hospitalisation. Donc ça, c'est pas une restructuration, c'est finalement une dégradation progressive avec des services qui sont partiellement ouverts, partiellement fermés. Les patients l'apprennent dans la presse locale ou sur le mur du service d'urgence quand ils arrivent, une régulation qui est perlée ici et là. Et un deuxième exemple, c'est ce que Thierry Godot appelait dans un article de presse récent la désertification hospitalière. J'ai lu l'article parce que je m'interrogeais sur la signification du titre. Et le titre, enfin le contenu de l'article fait référence à une réalité qui existe. C'est en fait le découragement d'un certain nombre de praticiens hospitaliers dont les conditions de travail se dégradent parce qu'ils sont justement, ils tiennent ces services ouverts 365 jours par an, 24 heures sur 24, qu'ils ont donc une densité de travail et de nombre de patients à voir de plus en plus important, qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas de solidarité des autres professionnels de santé, que ce soit en ambulatoire ou en établissement, dans des services qui ne sont pas ouverts, qui viendraient leur prêter main forte, et des conditions aussi de rémunération et des conditions de travail qui sont profondément inéquitables et de plus en plus inéquitables en fait dans le système de santé, même entre établissements publics, on le sait bien. Malgré la loi Rist, on a encore des différences de rémunération
très importante entre les établissements. Alors, qu'est-ce que serait, de mon point de vue, une organisation cohérente? Si vous pouvez passer la diapo. Non, vous ne pouvez pas. Bon, ben voilà. Et ben voilà, c'est très bien. Donc cette diapo, je l'emprunte à la délégation régionale Hauts-de-France, parce qu'il m'a semblé que ce n'était pas la peine que je paraphrase les enjeux du système qui ont été très très bien présentés hier dans le petit schéma de droite qui montre la situation actuelle et ce vers quoi on va aller. Et d'ailleurs, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Gérard. Il y a l'organisation de la coopération des professionnels de santé pour répondre aux besoins de santé. Il y a la digitalisation des parcours et l'usage de tous les outils qui peuvent faciliter les choses. Il y a la transformation du financement à l'acte et à la T2A vers un financement au parcours ou un financement de la responsabilité populationnelle sur un territoire. Donc tous ces enjeux-là, ils sont connus, ils sont assez largement partagé. Ce qu'on attend, c'est finalement une politique ambitieuse et pérenne pour transformer l'offre. Merci Cécile. Jean-Marie, le médecin que tu es, a-t-il le même regard? Alors bien sûr, c'est un regard qui se recoupe avec Cécile à l'évidence. Peut-être un premier constat qu'on connaît tous, hein, c'est sûr que nous sommes confrontés à la moindre disponibilité de temps médical, de temps paramédical. On est confronté à des exigences budgétaires, financières qui nous empêchent de voir les choses autrement que concurrentielles et qui nous empêchent dorénavant, pour beaucoup, d'investir dans l'innovation, dans nos hôpitaux. Et que ce constat nous amène à dire que nous ne pouvons plus exercer et partager l'offre de soins comme il y a 5 ans ou 10 ans. Et qu'à partir de là, il va bien falloir qu'on définisse des territoires sur lesquels on organise des soins, des périmètres qui nous permettent en effet d'optimiser, d'organiser l'offre de soins. Et peut-être qu'une des pistes que l'on n'a probablement pas assez utilisées, c'est de réfléchir, mais comment finalement le citoyen consomme les soins et sur quel panier de soins il les consomme. Et que donc on devrait arriver à définir un panier de soins je dirais courant, parce que la granulométrie des territoires, elle est différente. Hein, celle de la neurochirurgie, elle n'est pas pareille que celle du diabète. Mais donc, définissons un panier de soins où les gens consomment leurs soins courants, primaires, voire le premier recours. Et puis, regardons les territoires où 70-80% des citoyens de ce territoire consomment sur ce territoire. Et vous aurez à ce moment-là déjà une bonne préfiguration de ce que sont les flux de consommation de soins et de ce qu'ils sont. Et qu'à partir de là, vous allez pouvoir définir des besoins d'un territoire, une organisation et des filières. Tout ça est juste sous 2 conditions. D'une part, il faut que les acteurs en aient envie. Et on connaît tous hein, les concurrences qu'il peut y avoir, alors basiquement entre public et privé, mais soyons pas naïfs, les concurrences qui existent aussi en notre sein du monde public. Et le deuxième élément, c'est que sur ce territoire, on partage bien l'ensemble de la prise en charge des patients et les cerises sur le gâteau et le pain noir. Je m'explique. Moi, je suis frappé, ça fait 40 ans que je travaille à l'hôpital. J'ai vu se creuser un schisme entre une médecine exposée et une médecine programmée. Et ce schisme n'existe pas entre public et privé, il existe au sein de tout le système de santé. Vous avez un système de santé qui s'organise autour de gens qui prennent en charge le tout venant et des gens qui ont organisé très bien d'ailleurs une médecine surspécialisée, très bien organisée mais programmée. Les uns ont une zone de confort qui est ce qu'elle est, les autres n'ont plus du tout de zone de confort. Et au jour d'aujourd'hui, on voit que la masse de gens qui sont obligés d'être pris en charge par les premiers augmente de manière exponentielle par rapport à la masse de gens qui sont pris en charge dans le programmé. Et qu'on arrive à ce moment-là à un conflit, à mon avis éthique, au sein de notre profession, de savoir comment on peut quand même recomposer un système de santé qui nous permette de relier ces 2 pôles indispensables. La médecine surspécialisée, elle est indispensable parce qu'elle nous amène à être tirés vers le haut,
Mais la médecine de premier recours, les généralistes pour l'ambulatoire, les internistes, les urgentistes, les médecins polyvalents pour le monde hospitalier, doivent recréer ce qui est la base. Moi, je suis interniste, moi j'ai toujours vécu dans la collégialité. Moi, je n'existe que si mes collègues existent. Et cette collégialité, elle est fondamentale, et je crains qu'on l'ait en grande partie perdue dans l'organisation de notre système de soins. Pourquoi ? Parce que la formation des jeunes médecins les a hyper spécialisés en les détournant du tout venant, du chronique, du polypathologique âgé, et que le mode de financement n'a fait que de créer de la concurrence. Et que donc, si on ne résout pas ces problèmes, nous ne pourrons pas faire progresser l'offre de soins sur un territoire. Alors, un GHT, quel est son rôle ? Parce que si on parle du monde public, quel est son rôle ? Sa première mission, mais c'est l'accès aux soins. Et donc, sa première mission n'est pas de concentrer sur des plateaux techniques hyper performants, machin, elle est de consolider. C'est-à-dire que nous devons trouver le moyen, entre les très gros, les moyens et les petits établissements, de partager cette prise en charge dans une gradation des soins qui permet aux plus petits établissements d'accéder encore à un certain niveau d'expertise, consultation avancée, enfin, je ne vais pas détailler, tout en ne devenant pas des hospices du XVIIe siècle. Et ça, c'est à mon sens l'enjeu majeur de la restructuration de l'offre de soins. Mais, à mon sens, elle appelle à un changement de paradigme extrêmement profond de la profession, des usagers, des politiques, qui doivent entendre que cette mutation, elle est inéluctable et qu'ils doivent nous accompagner dans cette mutation. Et que donc, première conclusion que j'en ferai, c'est qu'il faut absolument qu'on arrive à se parler et bien davantage que ce qu'on fait aujourd'hui. Les politiques, on se rencontre une fois par an au conseil territorial des élus, dans le cadre d'un GHT, de temps en temps au conseil d'administration, quand il y a le président du conseil d'administration de l'hôpital qui est là. Et pour un grand nombre de mes collègues, ça s'arrête là. Alors qu'on devrait avoir des dialogues constants et profonds sur la profondeur de cette mutation. Et il en est de même avec les usagers qui sont la première raison d'être de ce que nous faisons. Et avec qui, bien sûr, nous dialoguons pas suffisamment. Alors j'ai été un peu long, Zénab, je m'en excuse, mais ça me paraît extrêmement important de bien repositionner ce qui fondamentalement doit être transformé dans le futur. Justement, Claire Peigné, ce qui vient d'être dit rejoint-il la vision de l'élu local, de la maire ? Et au-delà, vous êtes coprésidente de la commission des affaires santé à l'Association des maires de France. Quel est le diagnostic de l'AMF sur la situation actuelle du point de vue de l'offre de soins en établissement de santé et puis probablement sur le territoire aussi ? Merci en tout cas de cette invitation qui va dans le bon sens puisqu'on parlait de dialogue, d'échange. Déjà pour situer la question, l'élu local, le maire, aujourd'hui la compétence santé ne fait pas partie de ses compétences. C'est une compétence de l'État. Alors on a dit ça, mais sur le terrain, les maires se sont depuis très longtemps investis dans les politiques de santé, de prévention, notamment à travers les déterminants de santé, mais ce n'est pas notre sujet du jour. Et il a fallu peut-être la crise sanitaire pour que l'État réalise que les maires étaient des acteurs incontournables de la filière de soins et de l'organisation territoriale de santé. Mais il a fallu aussi la crise sanitaire pour que certains élus se rendent compte de la responsabilité qu'ils avaient à exercer sur leur territoire. Vous avez parlé tout à l'heure de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, l'aménagement du territoire, l'aménagement de santé, c'est un aménagement du territoire qui va au-delà des relations qu'on peut avoir effectivement avec les établissements de soins. On parlera peut-être tout à l'heure de l'attractivité des territoires pour nos jeunes futurs praticiens, etc. Le constat que nous faisons, nous l'avons fait depuis plusieurs années, nous avons travaillé avec la Mutualité française sur 2 baromètres que nous avons réactualisés. Et on ne va pas se cacher les choses, les chiffres se dégradent au niveau des territoires urbains, sur l'offre de soins, sur l'accès aux soins. On se dit les choses, on n'est pas là pour dire ça va bien. Mais là, c'est un autre sujet, quoique
Je pense que ce qui se passe dans les hôpitaux est étroitement lié à ce qui se passe en ville. Un système de santé qui ne fonctionne pas en ville va forcément avoir des conséquences sur le fonctionnement de l'hôpital. Parce qu'il y a beaucoup de soins qui devraient, entre guillemets, être assurés en dehors du système hospitalier. Donc effectivement, on parle de dialogue, on parle de réorganisation. Donc on est tous un petit peu embarqués dans le même bateau. Et moi, je reprends les propos de votre président, qui, lors du Salon des maires, je crois que c'était en 2022, avait dit il faut aussi que le public et le privé travaillent ensemble. On a les mêmes... Enfin, vous avez les mêmes exigences, les mêmes obligations de la permanence des soins sur tous les territoires. Alors, la notion de territoire, on y reviendra tout à l'heure. Je pense que les maires, sur certains territoires, sur certaines régions, en lien avec certains directeurs d'ARS, ont accéléré notoirement depuis 4-5 ans, par rapport aussi au CPTS, par rapport aux contrats locaux de santé. On en reparlera tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a un coup d'accélérateur qui a été donné et surtout, ne levons pas le pied. On est dans cette dynamique très positive, nous les élus. Voilà, c'est le premier message que je souhaitais donner. Merci beaucoup. C'est vrai que, à vous entendre, malgré tout, les uns et les autres, la situation n'est pas comparable aujourd'hui d'avant-crise. Qu'on le veuille ou non, il y a une maturité du dialogue, une maturité de la connaissance, des difficultés des uns et des autres. Et ça, c'est déjà un élément très important. Et par ailleurs, on a vu aussi des réformes, et je pense particulièrement à la labellisation des hôpitaux de proximité, qui ont un rôle incontestable. Qui l'aurait cru avant crise. Donc, plutôt pleine d'espoir et dire aussi qu'il y a des choses qui se mettent en place. Donc, je ne suis pas surprise, ce qui m'amène donc à vous demander en matière de données à disposition et puis bien sûr sur la qualité du débat local, puisqu'il commence à être initié. Pour se mettre d'accord sur une solution, il faut d'abord partager une analyse. Visiblement, là, elle est partagée. Gérard, de quelles données disposent ou ne disposent pas les représentants des patients ? Et puis, quel regard portez-vous sur les concertations locales en termes de qualité et de portée pratique ? Oui, pour revenir à ce que vous dites, le diagnostic, il est partagé. Je veux dire, après, chacun a ses spécificités, mais on voit bien qu'effectivement, et dans les comportements, et dans la formation, et dans la réalisation, ça ne répond plus aux besoins. D'ailleurs, pas simplement aux besoins populationnels, mais aussi aux besoins des professionnels de santé. Et le découragement des uns et des autres, c'est parce qu'effectivement, on ne se retrouve plus dans le métier qui est certainement un des plus beaux métiers du monde, celui de soigner, de guérir, de donner la santé à des jeunes, c'est quand même quelque chose assez extraordinaire. Donc on voit bien le diagnostic là. Sur ce que vous dites est intéressant parce que cette culture de la donnée, de faire des évaluations de l'état de santé populationnel sur des territoires, c'est pas non plus notre tasse de thé. On n'aime pas trop bien ça parce que les données, c'est quelque chose d'assez obscur, on ne sait pas jamais. Il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est une nécessité. C'est effectivement, on veut avoir une réponse à nos besoins, il faut connaître nos besoins. Et nos besoins, nous les aurons, les besoins populationnels, nous ne les aurons que si nous étudions effectivement l'état de santé de nos populations sur un territoire donné. Qu'elles soient âgées, qu'elles soient ceci, qu'elles soient dans une région industrielle, etc., etc. Donc tout cela, aujourd'hui, on édite des données, chacun apporte ses données, il faut qu'on soit en capacité aujourd'hui de pouvoir effectivement les recueillir, les analyser et en faire pour le bien commun. Ça, c'est encore important. Donc, dans cette affaire-là, et particulièrement sur les données de santé, après, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, après une réflexion lente qui a mûri au sein de nos associations, nous avons compris que la stratégie du numérique en santé était certainement une stratégie qui offrait à chacun d'entre nous la possibilité d'être dans de la co-construction, de pouvoir améliorer effectivement pour soi-même son traitement, son diagnostic, ses propres données pour soi-même, et que ensuite, une fois qu'elles sont retraitées, pouvoir les offrir aux autres, les mutualiser pour pouvoir faire de la recherche. Tout ça dans un cadre extrêmement bien établi
Et pour nous, c'était une chose extrêmement importante, c'est que l'ensemble des données, particulièrement de santé, ne peuvent être recueillies, organisées et fonctionner que sous l'autorité publique. Il faut que, il peut pas y avoir, qu'il y ait des structures privées qui effectivement agissent, mais la règle du jeu et l'autorité doit être l'autorité du service public. Ça nous paraît extrêmement important. Et on voit bien aujourd'hui que se développent, que ce soit des entrepôts de données de santé dans le cadre des hôpitaux pour pouvoir faire de la recherche, que ce soit dans le cadre de mon espace santé, la possibilité de partager les données dans une équipe soignante pour pouvoir mieux appréhender le traitement, pour pouvoir aussi mieux faire participer le patient lui-même à son propre traitement. Je trouve que là, il y a aussi une acculturation des patients qui deviennent acteurs de leur propre santé. Et sur les données de territoire, c'est aussi important, nous semble-t-il, effectivement, de pouvoir faire des études sociologiques, mais aussi des études scientifiques et de la qualité de la santé populationnelle. Donc, on voit bien aujourd'hui que nous vivons dans le monde de la donnée, et là aussi, c'est un autre challenge. Ce challenge-là, il faut qu'on le partage. Encore une fois de plus, les données doivent être partagées dans un contexte effectivement de transparence, de sécurité, de respect mutuel de ceux qui produisent de la donnée, de ceux qui la synthétisent, de ceux qui la produisent, qui l'analysent et qui la traitent. Il faut qu'effectivement il y ait une transparence là-dessus et que cela se fasse effectivement avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les citoyens ou dans le cadre de la santé, les associations, les professionnels de santé, les structures hospitalières et tout. Et je trouve que cette révolution-là aussi du partage de la donnée va dans le sens de ce que nous appelons nous tous, c'est-à-dire une meilleure coordination et coopération entre les professionnels de santé. Les patients ne m'appartiennent pas, leurs données ne m'appartiennent pas, elles sont partagées avec une équipe et une fois qu'elles sont synthétisées, elles peuvent être aussi partagées avec d'autres équipes pour faire de la recherche et on participe effectivement à l'évolution du système de santé. Par ce voie-là, nous pensons, au niveau associatif, qu'il y a certainement un élan à trouver pour pouvoir relancer et retransformer le système de santé dans une véritable coordination et coopération des acteurs. Merci. Claire Peigné, quel est le regard des élus et des maires sur justement ce dialogue local ? Comment faut-il changer selon vous sa qualité ou que faudrait-il faire ? Alors, je dirais que le dialogue local dépend de plusieurs acteurs qui ne se connaissent pas forcément et de dispositifs que les élus locaux ne connaissent pas forcément. Vous savez, il y a le monde un peu obscur médical. Alors moi, je le connais parce que j'ai exercé, mais c'est comme tout milieu professionnel, chacun ses codes, ses acronymes. Il faut déjà comprendre. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'il faut peut-être, on est plusieurs copilotes de projets, et dire l'élu local ne peut plus être tenu à l'écart de la réflexion globale qui s'installe sur un territoire pour organiser le système de soins. Moi, je pense que cette étape, c'est acté. À partir de là, chacun, dans chaque région, chaque département, doit se saisir du sujet en lien avec les GHT, en lien avec les ARS. Le contrat local de santé se construit idéalement entre tous les professionnels de santé qui sont rattachés, par exemple, à un même établissement hospitalier. Je dis idéalement. Mais ça fonctionne déjà. On a beaucoup d'exemples en France de contrats locaux de santé qui se sont construits parce que c'était une évidence de rassembler, de dire le patient qui rentre à l'hôpital ou qui sort de l'hôpital, quelle est sa trajectoire ? S'il doit revenir à l'hôpital après une intervention, comment on le prend en charge ? Donc si tous ces acteurs ne sont pas autour de la table, ça ne fonctionnera pas. Et pourquoi il faut mettre les élus ? Parce que les élus, on apporte des solutions pour que ça fonctionne mieux. Et puis surtout, on est aussi des porte-parole de nos usagers. Parce qu'on est souvent pris, entre guillemets, en otage, en disant la maternité ferme, pourquoi les urgences, ça ne fonctionne pas. Et là, il faut qu'on soit quand même, nous, capables d'apporter des réponses, même si ça n'est pas de notre compétence. Ça, c'est la première chose. Donc,
parlons-nous à travers des organismes des dispositifs qui fonctionnent. Ensuite, je pense qu'il faut se saisir de l'opportunité de l'évolution de la loi qui fait qu'aujourd'hui, au sein des ARS, parmi les 4 vice-présidents, 3 sont désignés au sein des collectivités locales, régions, départements, représentation des maires et des présidents d'intercommunalités, puisque je ne vais pas complexifier mon propos, un contrat local de santé se dessine souvent maintenant à l'échelle d'une intercommunalité, voire de plusieurs intercommunalités. Donc nous avons un rôle à jouer, et l'AMF d'ailleurs, la commission santé a invité en juin à son siège à Paris des représentants des directeurs d'ARS pour dire qu'attendez-vous des élus qui siègent maintenant en tant que vice-président dans les ARS, dans le conseil d'administration. Est-ce qu'on a des délégations? Comment on peut vous saisir? Sur quel sujet peut-on vous saisir? Il ne faut pas qu'on soit simplement sur une nomination, on va dire, honorifique. Il faut que ce soit une nomination d'action. Les maires, mon collègue ici présent ne me dira pas le contraire, nous sommes des femmes d'action. Et donc, nous avons besoin de savoir ce qui est attendu de nous au sein des instances dans lesquelles nous représentons nos collègues maires et nos citoyens. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que la loi va dans le bon sens, les décrets ont été un peu longs à sortir, mais ils sont là. Donc, comment le débat local va s'organiser? Je pense que c'est maintenant qu'on doit rentrer dans la phase active. Voilà. Merci. Cécile, est-ce au GHT de produire des données en devenant un pôle expert et de les mettre à disposition des patients, des élus, des professionnels libéraux? Alors, les groupements hospitaliers de territoire disposent de beaucoup de données. C'est une réalité. Alors, ils disposent de données patients, évidemment, et s'efforcent, dans le cadre de la mise en commun des dossiers patients informatisés uniques à l'échelle d'un groupement hospitalier de territoire, de les partager de façon à ce que le parcours du patient ne souffre pas de trous dans la raquette. Maintenant, il faut se rappeler pourquoi ont été créés les groupements hospitaliers de territoire. Ils ont été créés dans l'objectif de créer une dynamique publique et donc de mettre un terme à des concurrences stériles entre établissements publics de santé et de coordonner, d'organiser les parcours de soins hospitaliers, du premier recours hospitalier au recours le plus complexe. On connaît tous un peu le GHT bashing qui persiste malgré tout, puisque à chaque fois qu'on essaye de passer une étape de structuration des groupements hospitaliers de territoire, la représentation parlementaire revient finalement sur l'utilité de ces structures. Pourquoi finalement nos parlementaires ont cette vision des GHT? Il faut essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette critique. D'abord, la question du découpage territorial, qui, à l'origine, n'a pas fait l'objet de débats, de concertations suffisamment fortes avec les professionnels de santé, avec les populations, avec les élus locaux. Et donc, on reste des fois sur des crispations historiques qui rendent les choses difficiles. L'absence de personnalité morale unique. La loi vient récemment de permettre cette personnalité morale unique, mais dans des conditions extrêmement restrictives. Mais on traîne ce défaut d'origine depuis le début. On le traîne notamment en termes de complexité d'action. Tous ceux qui ont essayé de déployer justement un dossier patient informatisé multi-entité juridique savent de quoi je parle. C'est quasiment impossible. Tous ceux qui exploitent un IRM commun dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire savent qu'on ne peut facturer à l'assurance maladie qu'en mode papier lorsqu'on exploite en commun un équipement lourd. Donc, on a une complexité technico-administrative qui n'est pas encore complètement dépassée. Et enfin, alors que l'objectif était une logique de groupe public et d'organisation du parcours patient, on a plombé le démarrage des GHT avec la direction des achats obligatoires en 1 an, qui a mobilisé et surmobilisé
les directions d'établissement autour d'une procédure essentiellement administrative, difficilement compréhensible pour les usagers et pour les élus locaux, voire même qui, pour les plus petits établissements et leurs maires, a été interprétée comme une contrainte supplémentaire coupant le tissu économique local de l'accès au marché hospitalier, puisque l'EHPAD d'un village travaillait spontanément avec la boulangerie du village, et puis à partir du moment où une direction des achats s'est mise en place, finalement c'est la boulangerie industrielle à 100 km qui approvisionne tous les établissements. Donc on reste finalement sur ces boulets qu'on continue à traîner. Donc ne chargeons pas la barque des GHT de manière supplémentaire. Moi, je pense qu'il y a auprès des agences régionales de santé des organismes comme les observatoires régionaux de santé qui sont tout à fait compétents et qui disposent des outils pour fournir de la donnée impartiale. Nous aussi, on peut fournir de la donnée impartiale, mais elle ne sera pas vécue comme telle. Et donc, il faut que ce soit des organismes extérieurs à un intérêt particulier qui apporte cette donnée, qu'elle soit partagée, qu'elle soit débattue, notamment dans le cadre des CRSA, mais aussi des conseils territoriaux de santé, et qu'à partir de ces données-là, on puisse travailler collectivement ensemble, et là, toute catégorie d'acteurs confondus, public, privé, élus, citoyens, usagers, sur la cible d'organisation que l'on souhaite atteindre. Merci Cécile. C'est vrai que notre thématique vérité et santé m'oblige à dire quand même que je crois que tout le monde a compris que le GHT, pendant la pandémie, nous a énormément aidés et nous a sauvés quasiment, et que la gradation des soins qui était si compliquée à entendre et l'essence même de la mise en place des GHT devenait inévitable. Donc c'est vrai que ça c'est des choses qui commencent à être comprises. Pour autant, tu as raison. Donc nous avons encore à faire preuve de grande pédagogie d'explication, parce que nous nous rendons compte que souvent aussi, et il faut le dire, ceux qui n'ont pas d'intérêt à ce que ça bouge ou à ce que ça aille dans le bon sens font tout pour que ça ne soit pas le cas. Alors, nous allons peut-être maintenant aborder le troisième temps. Et ce troisième temps, c'est que peut-on faire ? Je commençais quand même à l'évoquer en disant que malgré tout, plus personne ne contestera le rôle du GHT, ça c'est clair, qu'il faut lui donner plus qu'il faut l'embarquer dans plus d'agilité et lui faciliter la tâche, comme tu l'as très bien dit. Alors dans le contexte actuel, et alors que quelques situations emblématiques, et ça il faut les citer aussi, semblent bloquées, je pense à certains services d'urgence ou de chirurgie ou de maternité, la question est peut-être de savoir si changer est encore possible, comment débloquer des situations coincées, souvent coincées aussi sur le plan politique, puisque souvent il y a une intervention politique qui vient tout bloquer. Qu'en penses-tu tout d'abord, toi, Jean-Marie ? Alors, est-il trop tard ? J'espère que non. Enfin, c'est pas l'esprit hospitalier que de penser qu'il est trop tard. Donc, certainement pas. Alors, que peut-on faire par rapport à ce que tu citais, par exemple les services d'urgence, les maternités et ainsi de suite ? C'est sûr que le GHT peut être un outil tout à fait intéressant pour ce qui est de la structuration de l'école de l'hôpital public dans la réponse à ces difficultés. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer le 14 et 15 novembre 2024 à Lille les premières journées nationales des GHT qui sont organisées par les 4 conférences et qui permettra à ce moment-là justement de faire un point objectif, factuel, sur là où on en est des GHT, leurs avancées, mais aussi leurs limites, et surtout pour interroger le pouvoir politique sur mais quelle est son intention par rapport à ça, puisque on voit bien que dans les derniers textes législatifs, le mot GHT n'apparaît quasiment jamais, et que donc on a du mal à percevoir un peu quelle est la volonté politique dont on a besoin, parce que si on peut régler des choses au niveau local, sur des initiatives locales, oui,
elles ne sont pas suffisantes parce qu'elles se heurtent obligatoirement à un moment donné à ce qu'est le cadre national. On parlait d'attractivité. Les types 2 sont une catastrophe pour les praticiens hospitaliers. Si on ne change pas le cadre national des types 2, on poursuivra la catastrophe locale qui est actuellement une concurrence déloyale entre praticiens à l'embauche, par exemple. Donc on voit bien qu'il y a des éléments locaux d'initiative à prendre, les contrats locaux de santé, les relations du GHT avec son environnement, les CPTS, le monde libéral, les cliniques privées, pour essayer justement de construire des parcours de soins qui soient le plus coordonnés possible. Mais là, il faut bien qu'en effet, on remette bien au centre du souhait l'accès aux soins. C'est-à-dire que personne dans ce quadritype ne peut se défausser de sa responsabilité d'accès aux soins. 2 exemples. L'un dans le libéral. Les spécialistes libéraux de second recours se sont organisés, mais nos collègues généralistes ont de plus en plus de mal à adresser, par exemple, à un spécialiste d'organes, un patient dans les 24-48 heures. Ça, c'est une réalité que me décrivent tous mes correspondants de CPTS. Idem au sein des établissements de santé. Combien de services de spécialité ne se sentent pas concernés par la problématique de flux de patients aux urgences et donc du flux des patients au sein même de l'hôpital. Et que donc il va bien falloir à un moment donné que les uns et les autres, nous nous sentions tous concernés par la résolution de ce problème. Donc il faut absolument que l'on ait la capacité de se réunir autour d'une table et de travailler ces éléments-là. Nous, on appelle de nos voeux des projets territoriaux de santé qui, plus concrètement qu'un PRS, dont on voit bien qu'au mieux, ils n'ont pas fait beaucoup avancer les choses, et au pire, ils ont entériné des situations parfaitement insoutenables. Donc on voit bien qu'on a besoin d'un élément opérationnel des PRS, et que cet élément opérationnel il doit siéger au niveau des territoires, et le GHT en est un des acteurs principaux, avec les collègues des différents secteurs. Cécile, comment décoincer des situations coincées ? Moi, je pense vraiment que le dialogue et le discours de responsabilité, il est très important. Est-ce que c'est raisonnable de laisser une maman accoucher dans une maternité dans laquelle moins d'un enfant naît par jour de l'année ? La réponse, elle est non. Les données existent, elles sont connues. Le risque est trop grand qu'on fait prendre à la maman, à son enfant, à l'équipe soignante qui participe à cet acte. Les données de mortalité maternelle et infantile le démontrent sans aucune contestation possible, d'autant plus que très souvent, il s'agit de maternités dans lesquelles les équipes sont des équipes précaires au sens avec un turnover des professionnels trop important, le recours à l'intérim, notamment pour ce qui concerne les médecins. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut très bien comprendre l'angoisse des couples qui vivent sur un territoire lorsque l'offre de soins qu'ils ont toujours connue est mise en cause. Et c'est là que les groupements hospitaliers de territoire ont tout leur sens. C'est-à-dire quand une femme accouche, je rappelle, une fois ou 2 ou 3 dans sa vie. Est-ce qu'une fois ou 2 ou 3 dans sa vie, pour ce moment tellement important, on ne peut pas accepter, comme dans les pays du nord de l'Europe, de faire 200 ou 300 km, en Norvège c'est ça, pour aller accoucher. Mais quelles sont les conditions qui vont permettre que cela se fasse sereinement ? D'une part, il faut qu'en proximité, l'équipe traitante, l'hôpital de proximité, ait tous les moyens nécessaires pour faire le suivi de la grossesse. Et qu'on puisse offrir à la maman et à son enfant, après l'accouchement, lorsque tout se passe bien, un retour le plus rapide possible à son domicile ou en hospitalisation de proximité. Et donc, ce n'est que l'acte technique qui doit être réalisé à un endroit qui peut effectivement être distant. Et donc, moi, il y a 2 réformes récentes que je voudrais souligner comme étant extrêmement positives et dont les groupements hospitaliers de territoire s'emparent. C'est
la réforme des hôpitaux de proximité, tu l'as cité tout à l'heure, moi je trouve que c'est une réforme formidable. C'est-à-dire que c'est se baser sur ce tissu d'établissements dont on dispose, qui est extrêmement riche en France, et faire de ces hôpitaux reliés au groupement hospitalier de territoire, quand ils sont publics, ils en sont obligatoirement membres, je le rappelle, le niveau numéro 1 d'entrer dans une offre structurée, coordonnée. Et donc, rien n'empêche que des médecins hyper spécialisés qui exercent l'essentiel de leur activité dans un établissement plus gros, un CH, un CHU, peu importe, puissent aller assurer des consultations avancées sur place ou faire de la téléexpertise avec une plateforme de téléexpertise sur place. Mais c'est aussi ces hôpitaux de proximité, la plateforme d'expertise et de recours pour toute l'offre de santé du territoire. Les établissements médico-sociaux, les professionnels de ville, et avec ces autorisations de médecine qui ont été réouvertes, ça peut être la possibilité, par exemple, de surveiller une personne âgée qui a fait un épisode grippal, mais plutôt que de l'envoyer à 100 km passer quelques heures dans un service d'urgence, on peut organiser tranquillement sa surveillance dans un lit de médecine dans l'hôpital de proximité. Donc ça, c'est vraiment une réforme très importante qui est en train Je voudrais citer un exemple qui concerne mon groupement hospitalier de territoire, mais pour incarner un petit peu cela, nous avons structuré notre filière d'accidents vasculaires cérébraux où maintenant les patients qui passent dans la seule unité du département, qui est celle de neurovasculaire du CHU, dès la sortie des soins intensifs, ils sont repris en hospitalisation dans l'hôpital de proximité de leur territoire, où les équipes soignantes et les médecins, ce qui sont des médecins de ville le plus souvent, ont été formés pour assurer le suivi, la prise en charge. Et ils ont une ligne directe, évidemment, avec l'équipe du CHU. Et si jamais il y a une dégradation de l'état de santé, on reprend le patient. Mais tout le monde est ravi de contribuer à cette organisation. Et ça n'est qu'un exemple, on peut le déployer à l'infini. La deuxième réforme que je voudrais souligner, c'est les hôtels hospitaliers. Alors, on appelle ça hébergement temporaire non médicalisé. Bon, voilà, parce qu'il faut toujours inventer des acronymes. Mais en fait, c'est la prise en charge par l'assurance maladie de ces nuits qui permettent d'entourer un séjour hospitalier pour rassurer justement et prendre en charge en toute sécurité des patients qui sont éloignés de l'hôpital, soit éloignés géographiquement, soit parce que les conditions d'infrastructure de transport ne permettent pas d'être sûr d'arriver dans les 30 minutes à l'hôpital. Eh bien, on peut aujourd'hui prévoir plusieurs jours, voire plusieurs semaines, dans certains cas, de séjour à toute proximité de l'hôpital dans lequel le patient, la patiente va être prise en charge. Et ça, je pense que ça va changer considérablement les choses. Et j'aimerais que demain, on ne parle plus de fermeture de maternité, mais d'organisation de l'accouchement à l'intérieur du groupement hospitalier de territoire. Merci. Puis une bonne note d'espoir, car je pense à une étude qui a été faite par le Sénat sur justement la question des parturientes et les attentes des parturientes. Et on voit combien les choses évoluent et combien leurs attentes, c'est d'être accompagnées du mieux possible pour vivre dans les meilleures conditions possibles cet événement de la vie, et que c'est de bon augure. Madame le maire, pensez-vous qu'il existe une bonne façon de faire ? C'est très compliqué de répondre à la question après les deux interventions précédentes, parce que je pense qu'il y a deux niveaux de réponse. Vous avez eu la réponse des professionnels qui réfléchissent depuis très longtemps sur ces thématiques, comment organiser le système hospitalier, mais pas que. J'entends bien les suites et puis aussi l'accueil médico-sanitaire, qui est un vrai sujet, et je pense qu'il faut maintenant vraiment englober ces deux thématiques. En tant que maire, j'ai entendu le mot proximité, et c'est quelque chose que l'AMF ne peut que soutenir. Les solutions de proximité dans les territoires, pour les maires, pour les présidents de PCI, pour les élus locaux, ce sont de bonnes solutions. Donc elles seront toujours soutenues et accompagnées par les élus locaux. Ça, c'est évident. Mais comment ?
comment l'AMF peut agir? D'abord, en relayant tout ce qui se dit, tout ce que nous entendons dans nos commissions et par l'intermédiaire de nos commissions à nos parlementaires. Nous agissons ensemble, nous soutenons aussi des propositions concrètes, mais qui ne sont pas pensées et imaginées par les maires, qui sont entendues et qui sont co-travaillées avec nos acteurs locaux de santé. Donc nous sommes aussi vos relais dans ces thématiques-là auprès des parlementaires et des ministères. La deuxième chose, c'est que peuvent faire les maires sur le long terme, puisqu'on a bien dit tout à l'heure qu'il fallait qu'on soit dans un équilibre, fonctionnement de ville, fonctionnement hospitalier. Il faut qu'on réussisse aussi ce pari énorme à conserver dans nos territoires des professionnels de santé. Aujourd'hui, vous nous dites hôpital de proximité. Très bien, mais il faut qu'on soit attractif pour avoir des infirmières, des kinés, des aides-soignants, des auxiliaires de vie, des médecins qui soient généralistes ou spécialistes, des coordonnateurs d'EHPAD. Aujourd'hui, on a un vrai sujet sur l'installation de ces nouveaux praticiens de santé, indépendamment des conditions d'exercice. Les solutions d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain. Nos professionnels de santé ont changé et ils nous l'ont clairement dit sur les conditions d'exercice, sur les conditions d'installation. Nous devons nous adapter à une nouvelle demande. Nous avons des nouvelles demandes de patients, mais nous avons aussi une nouvelle demande de nos professionnels de santé. Et ça, les maires, nous en sommes témoins, comme nous avons des nouvelles demandes sur d'autres services publics. Donc je pense aussi qu'il faut se remettre en question et peut-être être inventif sur d'autres trajectoires. Sur ce que nous faisons, nous, c'est rendre les territoires attractifs. Ça passe par une politique du logement, de la mobilité, de l'accès aux services. Être attractif sur un territoire, c'est accueillir toute une famille. C'est savoir les conserver. Donc voilà, on est des bons partenaires. On sera des bons élèves s'il faut, entre guillemets, être dans une dynamique d'aménagement du territoire. Mais je pense qu'il faut savoir se dire, on n'aura pas les mêmes solutions que celles qu'on appliquait il y a 20 ans. Il faut réinventer la filière de soins, il faut réinventer les relations entre les élus locaux et le monde de la santé. Et je pense qu'on est bien parti, on s'est dit les choses, on se le redira encore. Je pense que c'est le message que veut porter l'AMF et notre président David Lisnard. On a parlé de la responsabilité populationnelle qui a été portée par des élus, mais aussi portée par des médecins. Et franchement, cette initiative qui est d'origine, je crois, qui nous vient du Canada, c'est quelque chose de très important. Nous, maires, nous avons aussi la mission d'éduquer et d'informer nos habitants. Vous le disiez, aujourd'hui, il faut convaincre qu'on va faire 30 km peut-être pour aller accoucher dans de meilleures conditions, qu'on n'aura pas forcément dans toutes les communes un service d'urgence, une maternité, qu'on fait tout pour en conserver au moins une sur le territoire. Donc, il faut qu'on ait un maillage partagé du territoire. Et nous, on a besoin d'expliquer ça à nos habitants. Voilà, ce double rôle que nous avons, nous les maires. Écoutez, nous en sommes très heureux de ce rôle, puisqu'au-delà d'un partenaire, vous êtes incontournable et je note que vous l'avez bien saisi. Et donc, cette transformation que vous avez appelée, je peux vous garantir qu'elle est engagée déjà au niveau des établissements. Et donc, vous serez à leur côté. Gérard, aux représentants des patients, le dernier mot ? Merci. Non, je pense qu'effectivement, il n'est jamais trop tard pour bien faire et que tout est sauvable. Je pense que aussi, il faut quand même pondérer un petit peu nos débats. Certes, si nous sommes de plus en plus critiques vis-à-vis de notre système de santé, il est quand même encore un des meilleurs dans le monde entier. Pour avoir voyagé dans quelques pays de l'Est, j'avoue que je préfère me faire soigner encore en France que dans quelques pays. Bon voilà, donc soyons raisonnables et pondérés là-dessus. Moi, je crois foncièrement au dialogue. Et je crois foncièrement à la responsabilité de chacun d'entre nous et à l'intelligence collective. Faut-il encore savoir la faire émerger? C'est vrai que, parce qu'on n'arrête pas de dire que ça ne va pas bien, eh bien, ça n'ira jamais bien. On a quand même aujourd'hui, on l'a vu, quelques exemples qui fonctionnent, où il y a de la bonne volonté des gens pour essayer de transformer profondément notre système
la mentalité des acteurs du système pour travailler d'une façon beaucoup plus coopérative. Il y a quelques CPTS qui fonctionnent, il y a quelques maisons de santé pluridisciplinaires qui fonctionnent, il y a quelques coordinations qui fonctionnent, il y a quelques GHT qui fonctionnent. Le travail, il faut s'appuyer sur ces réussites qui permettent effectivement de développer. Je crois qu'aussi, il y a une transformation des mentalités. Et là encore, c'est de notre responsabilité de dire que les professions d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain et qu'il faut que dans le cadre des formations initiales et formations continues, on apprenne aux gens de se transformer eux-mêmes, de se remettre en cause. Le médecin d'aujourd'hui ne sera pas le médecin de demain. Il n'aura pas du tout le même rôle et les autres acteurs. Donc, c'est dans cette vision beaucoup plus positive qu'il nous faut avancer, sans pour cela dénigrer les réalités de terrain. Je disais en aparté à ma collègue, certains le savent, je suis ariégeois et j'habite à Saint-Giron, et donc je vais vous inviter à venir passer un week-end avec les responsables du CHAC de Saint-Giron, et vous comprendrez ce que c'est que de vouloir fermer la maternité à Saint-Giron. Mais bon, voilà. Et ils m'obligent à manifester toutes les semaines pour sauver l'hôpital. Mais j'essaie de leur expliquer qu'effectivement, jamais on va fermer, jamais. Mais on va le transformer pour mieux répondre aux besoins. Ah, c'est quand même compliqué, vous savez, il y a certaines populations, il faut se le faire. Donc, mais ce n'est pas parce que c'est difficile, ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas s'y atteler, qu'il ne faut pas le faire. Et que les gens de bonne volonté doivent se réunir et être proactifs pour apporter ces paroles-là et essayer de s'appuyer sur des démonstrations qui fonctionnent, sur des réalisations qui fonctionnent, et il y en a qui fonctionnent et c'est tant mieux. Et donc moi, je continuerai, alors dans cette période d'incertitude, où on n'a plus de pilote dans l'avion, mais bon, on peut espérer que l'avion continue à planer et qu'il ne trouvera pas de trou d'air. On peut continuer à espérer qu'effectivement, on va pouvoir continuer à progresser et à avancer en sachant, sans dégriner nos difficultés, mais en sachant qu'il faudra que chacun d'entre nous, y compris nous-mêmes citoyens et usagers de la santé, nous avons aussi à faire des efforts pour être plus compréhensifs par rapport à une organisation qui sera totalement différente que celle qu'elle est aujourd'hui. Merci Gérard. Alors, pour ne pas clore totalement cette table ronde, je vais appeler Denis Robin, président du Collège des directeurs généraux d'agences régionales de santé et directeur général de la RS Île-de-France, de bien vouloir, peut-être au pupitre, si ça ne vous embête pas, parce que je vous laisse mon siège. Nous venons, Denis Robin, d'évoquer les enjeux de transformation de l'offre de soins à l'échelle des territoires et avons notamment discuté de la façon dont les élus et les représentants des usagers pourraient être mieux associés, en particulier pour débloquer les situations difficiles du point de vue des établissements. Quelle est votre vision sur ce sujet ? Bien, bonjour à toutes et à tous. Vous savez, moi j'ai une vision un peu complexe du sujet parce que, comme vous le savez sans doute, moi je ne viens pas de la communauté de santé. Je ne suis pas un professionnel de santé, je viens d'un univers complètement différent, puisque avant d'exercer les fonctions de directeur général d'une ARS, j'étais préfet. Et donc j'avais une vision territoriale, j'avais une vision de la relation aux élus, aux usagers, qui faisait un peu partie de mes gènes, parce que c'était le métier que j'exerçais. Et quand je suis arrivé dans le monde de la santé, je me suis rendu compte que, même s'il y a des tas de choses qui sont en train de se faire, je vais y revenir, ça n'était pas naturel, ou en tout cas, ça devient peut-être naturel, mais ça n'était pas inscrit dans une profondeur historique. Voilà. Et ça change beaucoup de choses. Moi, je voulais commencer par dire que je partage à 100% énormément de choses que j'ai entendues autour de cette table ronde. Et on disait, on partage tous le diagnostic. Oui, je pense que très largement, nous partageons tous ce diagnostic. Mais je ne suis pas complètement à l'aise avec l'intitulé même de la table ronde, l'heure de vérité. Je ne crois pas à l'heure de vérité. Voilà. Je ne crois pas au moment historique où tout d'un coup, il y a une décision géniale qui fait que notre système de santé, sous nos yeux, va se transformer comme cela au bénéfice de tous nos citoyens et que tout le monde va applaudir, etc.
Nous ne sommes pas des gens naïfs, nous sommes tous des professionnels responsables. Nous prenons tous au quotidien des décisions qui engagent des choses incroyablement lourdes pour nos concitoyens. Et nous savons tous que nous ne transformons pas un dispositif comme le système de santé à une heure de vérité ou à un moment historique précis. Et que, inévitablement, nous sommes aujourd'hui dans un processus de transformation de notre système. Et cette transformation, elle a commencé. Enfin, moi, ça ne fait pas très longtemps que je rejoins le monde de la santé. Hein. Je vous regarde du haut de mes 2 ans d'ancienneté parmi vous. Mais il n'empêche que je suis déjà le témoin d'évolution, et ça a été dit autour de cette table ronde. Donc, ne rêvons pas de ce moment où tout d'un coup, il va se passer quelque chose qui ne s'est pas jamais passé jusque-là. Par contre, nous avons, me semble-t-il, une responsabilité énorme qui est de dire vers quoi nous allons, vers quoi cette évolution qui se met doucement en place, qui évolue, qui construit, vers quoi est-ce que nous entraînons nos concitoyens ? Parce que nos concitoyens, ils sont paumés. Et ça me frappe. Enfin, Madame le maire l'a dit et le vit évidemment encore beaucoup plus que moi au quotidien. Mais nos concitoyens, on est en train de les perdre sur le système de santé. Parce qu'on est en train de leur dire qu'on fait des choses extraordinaires, qu'on soigne aujourd'hui des maladies qu'on ne soignait pas avant, qu'on repousse les limites de l'espérance de vie, on repousse des tas de contraintes, des tas de limites au confort, à la vie des gens. Et en même temps, ces mêmes personnes, elles prennent conscience qu'elles n'arrivent plus à avoir de médecin traitant, elles n'arrivent plus à avoir de rendez-vous, que quand elles veulent un rendez-vous, une consultation à l'hôpital public, ils ont des rendez-vous à plusieurs mois de distance. Et voilà, pour eux, la réalité, c'est celle-là. Alors, il y a des tas d'incompréhensions, hein, parce que moi, quand j'entends dire que notre système de santé s'est incroyablement dégradé ces dernières années, ça me donne un peu le vertige. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est que, par exemple, la chronicisation d'affections très lourdes qui aujourd'hui crée un besoin nouveau dans la société auquel on n'est pas forcément préparé, c'est quand même une sacrée victoire de la médecine. Parce qu'avant, ces maladies chroniques, elles n'existaient pas parce que les gens ne survivaient pas à ces affections. Donc il ne faut pas qu'on se laisse aussi entraîner par un espèce de discours ambiant, un peu santé bashing, un peu hôpital public bashing, j'ose même pas vous dire ARS bashing, parce que alors, ça c'est le summum du sport. Hein, ça, moi, à mon avis, les points vraiment importants, c'est que premièrement, il y a quelque chose sur lequel on doit investir, mais massivement, financièrement sans doute, dans nos organisations, dans nos partenariats et évidemment aussi dans les financements que nous mettons, c'est la lutte contre les inégalités territoriales. Parce qu'il y a aujourd'hui une croyance qui, pour le coup, n'est pas qu'une croyance, hein, qui est qu'il y a aujourd'hui des territoires où il n'est pas facile d'avoir un contact avec un professionnel, pas avec un spécialiste ou pas avec un niveau d'expertise, non, d'avoir un contact avec un professionnel de santé. Et ça va croissant. Et ça, nos concitoyens, ils en ont bien conscience. Donc il y a vraiment un sujet majeur là-dessus. Le deuxième sujet, ça a bien été traité, bien dit dans la table ronde, c'est qu'on voit bien que la santé est au croisement de 2 thématiques qui ne s'accordent pas toujours très bien. C'est la question de la qualité, voire même de la sécurité des soins, et la question de l'aménagement du territoire. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais en tout cas, moi, c'est ce que je vis au quotidien. Et il y a bien des moments où il faut arbitrer, et finalement, c'est peut-être pas mal aussi d'avoir des ARS si impopulaires pour prendre des décisions qui, par nature, seront impopulaires. Je ne sais pas complètement bien résoudre cette question. Moi, personnellement, du fait de mon expérience intérieure, je ne crois pas tellement au recours à la planification, à l'idée de se dire, avec des critères un peu objectifs, en objectivant le débat,
on va être capable de dire par territoire quelle est l'offre dont on a besoin, ce qu'il faut, etc. Parce que malheureusement, on sait très bien que cette planification, inévitablement, nous renverra à des discussions nationales, à une planification nationale et des critères nationaux. Pourquoi ? Parce que il y a une chose à laquelle on n'est pas prêt, même si on n'ose pas tellement se le dire, c'est la question de l'inéquité de traitement dans le domaine de la santé. Or, dire qu'on accepte un traitement différent selon les territoires, parce que les territoires ne vivent pas la même chose, parce qu'il y a des conjonctions politiques qui font qu'à un moment, on n'est pas totalement libre de décider comme on veut, parce qu'à un moment... Et bien donc, il faudrait pouvoir accepter des traitements différents, voire inéquitables d'un territoire à un autre. Et ça, on n'est pas prêt à l'accepter. Parce que d'abord, on est français, on n'aime pas bien l'inéquité, on n'aime pas bien l'inégalité, mais encore plus dans le domaine de la santé. Et ça, du coup, c'est quelque chose de très compliqué. Qu'est-ce qu'il faut confier au niveau national en termes de définition de critères? Où doit-il aller dans la planification? Et qu'est-ce qu'on s'accorde comme liberté au niveau national? Et je pense qu'aujourd'hui, le choix qui a été fait, ou qui n'a pas été fait, peut-être, dans notre pays, n'est pas satisfaisant. Soit on dit on doit faire confiance au territoire, pour autant qu'ils soient capables de s'organiser, tous ensemble, de porter des projets, et on leur fait vraiment confiance, et ils y vont, et ils assument leurs responsabilités, et ils décident, et ils engagent des moyens, ils font quelque chose. Soit on n'y est pas prêt, mais à ce moment, il ne faut pas attendre des territoires qui prennent des initiatives s'ils restent encadrés dans des carcans nationaux, comme c'est un peu le cas aujourd'hui. Enfin, je suis désolé, je n'impacte aucun collègue du niveau central, mais moi, en tant que préfet, quand je suis devenu directeur général d'ARS et que j'ai lu mes premières instructions provenant des directions générales du ministère de la Santé, j'étais éberlué. Jamais le ministère de l'Intérieur ne parle comme ça à ses préfets. Le ministère de l'Intérieur, on dit voilà ce qu'on attend de vous, voilà les résultats qu'on veut obtenir, maintenant débrouillez-vous. Vous êtes des préfets, vous avez été nommés en Conseil des ministres, faites. Ah mais non, là, je reçois des circulaires qui m'explique comment on doit faire, comment je dois organiser la concertation, dans quel calendrier, avec qui, quels sont les partenaires que je vais devoir associer. Si je décide d'en associer d'autres, non, c'est pas... voilà. Donc, on a un vrai sujet d'arbitrage, me semble-t-il, en matière de santé. Quelle liberté voulons-nous donner au territoire? Et qu'est-ce qui, au nom de l'égalité de traitement, doit rester de la décision nationale, s'appliquer à l'ensemble du territoire? Troisième point que je voudrais dire, qui m'a beaucoup frappé aussi en arrivant. Pour intéresser les territoires, pour parler avec les territoires, encore faut-il dire des choses qu'ils puissent comprendre. Moi, quand je suis arrivé dans le domaine de la santé, épouvantable pour les directeurs de l'offre de soins qui ont travaillé avec moi, avec Arnaud aujourd'hui et Anthony dans mon poste précédent à Marseille. On passe son temps à dire des choses incompréhensibles. Comment voulez-vous intéresser les territoires? On passe son temps à tenir un langage que nous sommes les seuls à comprendre. Mais je vais même encore plus loin. On passe son temps à courir après des réformes que nous-mêmes, nous ne comprenons plus, ou plus exactement, dont nous ne comprenons plus le bien fondé. La réforme du financement de l'hôpital public, la réforme des SMR, moi, en toute honnêteté, en toute modestie, je suis incapable de l'expliquer aux élus de ma région. Comment voulez-vous que je les intéresse en étant incapable de leur expliquer quels sont les enjeux de ces réformes qui sont considérables et sont des réformes que nous ne cessons de mettre en œuvre tellement elles sont longues. Et donc nous engageons des acteurs locaux dans un process qu'ils ne comprennent pas, que nous ne comprenons plus toujours depuis tellement longtemps. Ils ont commencé et ils vont prendre tellement de temps à produire des effets. Et je pense que là, nous ne sommes pas compréhensibles par notre écosystème. Dernier point pour ne pas être trop long. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a malgré tout les outils du dialogue qui se mettent en place. On en avait parlé avec Madame le maire quand j'étais allé voir l'AMF. Même si c'est toujours un peu compliqué pour moi d'aller voir une association dont le président réclame la suppression des ARS. Mais enfin, je suis prêt à prendre sur moi 2 heures de temps en temps pour le bien public. Ces outils commencent à se mettre... Vous parlez des GHT, ce sont des outils encore récents, mais les GHT, il faut qu'ils évoluent, on est bien d'accord. Et moi, là encore, je vous parlais tout à l'heure du carcan national, mais les GHT, moi j'ai envie de dire qu'on les laisse vivre. C'est-à-dire qu'il y a des endroits sur le territoire
où ils sont prêts à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, parce qu'ils se comprennent, ils portent des choses. Puis il y a des territoires où ça ne marche pas, parce qu'il y a des rivalités, parce que la partie ouest du département ne parle pas à la partie est, parce que etc. Et bon, ça évoluera moins vite, ça ira moins vite, mais il faut accepter des GHT à géométrie variable. Mais là encore, autre carcan national. Les règles nous disent que le GHT, il ne peut décider, il ne peut prendre des compétences, il ne peut évoluer que pour autant que toutes les instances consultatives de chaque établissement du GHT aient décidé. Mais c'est absurde, c'est infaisable, c'est impossible. Moi, j'avais calculé dans mon ancienne région, dans le département des Bouches-du-Rhône, pour que le GHT des Bouches-du-Rhône, le GHTFA 13, puisse faire quelque chose, il fallait, je ne sais plus, 37 délibérations d'instances consultatives différentes. Complètement délirant. Ah, ça c'est gentil, merci. Donc là encore, soit il faut qu'on sache, soit on fait confiance à ces acteurs et on leur donne la possibilité d'exister et de faire, soit on considère que ce sont encore des outils trop jeunes, qu'on n'est pas prêt, etc. On le dit, on l'assume, mais on ne reste pas au milieu du gué. Du côté de la médecine de ville, moi je fais partie de ceux qui pensent que l'hôpital, et notamment l'hôpital public, est parfois malade de son amont et de son aval. De son amont, parce que la médecine de ville n'assure plus les missions qu'elle exerçait auparavant et renvoie sur l'hôpital public tout un tas de personnes qui, à mon avis, seraient sans doute beaucoup mieux prises en charge et traitées ailleurs. Et de son aval, parce que les systèmes de prise en charge, la fluidité de prise en charge dans les filières d'aval ne se fait plus bien, ne se fait plus avec la même agilité. Et bien donc, il faut qu'on crée les instances de dialogue, etc. Et là encore, le GHT tout seul, c'est-à-dire le public qui parle au public pour essayer de construire des choses, sans doute bien, c'est une première étape, mais ça ne peut pas s'arrêter là. Et si on réclame l'organisation d'une complémentarité sur les territoires, entre tout le monde, entre la médecine de ville, l'hôpital public, l'hôpital privé, qui dans beaucoup de territoires est très présent, notamment sur les filières d'aval, allons-y et organisons des structures où tout le monde est là. Et ce n'est pas des catégories qui parlent à des catégories. Voilà. S'agissant aussi des territoires, on a les nouvelles structures qui se mettent en place avec les CTS, Communauté territoriale de santé, on en a longuement parlé avec l'AMF. La loi dite Valtou, du nom du député Valtou qui l'a porté à l'époque, fait évoluer les choses en faisant du CTS la structure centrale de la coordination des politiques de santé sur un territoire. En tout cas, dans mon ancienne région et aujourd'hui en Île-de-France, pris la décision d'investir très fortement sur ces structures. La difficulté, et ça je le dis au président Raymond, souvent c'est une difficulté de disponibilité des acteurs. Parce que tout le monde veut être consulté, tout le monde en appelle à la concertation, mais en même temps, dès qu'on envoie une invitation à une réunion, à quelque chose, c'est à quoi ça va servir. On va encore discuter toujours des mêmes choses avec le même cercle. On a quand même un peu autre chose à faire. On n'est pas payé pour ça. Autant de choses qui sont vraies. Donc économisons aussi la disponibilité des acteurs qu'on mobilise. Donc d'avoir une instance un peu polyvalente, un peu généraliste, comme on dirait en matière de santé, sur un territoire donné, où on parle de choses, non pas dans le vague, mais de façon opérationnelle, non pas pour prendre des décisions, parce que ça, j'y crois pas, mais pour rendre un avis à ceux qui sont chargés de prendre les décisions, soit l'autorité préfectorale, soit le DG de l'ARS, soit le maire, soit le président du conseil départemental, soit le président du conseil régional. Ça me paraît extrêmement utile. Et comment est-ce qu'on arrive à convaincre tous les acteurs de venir s'investir dans ces structures-là ? D'abord en leur donnant des moyens. Je l'avais fait en Provence-Alpes-Côte d'Azur, je vais le faire en Île-de-France. Je pense qu'il faut donner des moyens humains au CTS. Et il faut que le président du CTS soit accompagné, soutenu par un personnel à plein temps dédié à ça, qui fait vivre le CTS, et que ça ne soit pas que des réunions qui ont lieu tous les trimestres, et après il ne se passe plus rien pendant un trimestre. La deuxième chose, il faut qu'il y ait des financements publics pour les projets qui vont sortir de ces discussions. Et si on dit aux acteurs, l'ARS est prête à mettre tant d'argent sur la table, venez nous dire de quoi vous avez besoin, ils vont venir, parce que là, ils y croient. Si on dit, écoutez, faites-nous des propositions et puis on verra ce qu'on en fait, ça, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura personne. Donc là encore, je suis, moi, pour non pas qu'on attribue au CTS, qui n'a pas une personnalité morale,
non pas lui confier un budget, mais pour lui dire qu'on est prêt à identifier un budget au sein duquel il est prêt à faire des propositions. Et ça, ce sont des choses extrêmement concrètes qui permettent d'avancer. En conclusion, moi, ce que je voulais dire, c'est que, premièrement, ce à quoi je crois, c'est au territoire. C'est un peu la carrière que j'ai menée, c'est un peu mes gènes. Et je ne crois pas beaucoup aux grandes planifications nationales, je ne crois pas beaucoup aux grandes instructions nationales qui définissent tout dans le moindre détail, parce que ça, c'est la fin du débat local. Or, aujourd'hui, tout le monde est unanime pour dire qu'il faut revivifier le débat au niveau local. Deuxième certitude, pour moi, il faut responsabiliser les acteurs et dire de façon plus claire ce que l'on attend de chacun, parce qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas toujours. Et comme disait Madame le maire, on appelle l'État lui-même, souvent appelle en responsabilité des collectivités territoriales dont ça n'est pas le boulot. Et moi, j'avoue, quand on me demandait d'aller tendre la CEBI à des conseils départementaux pour rénover des établissements de santé, franchement, je l'ai fait parce que je suis un peu payé pour ça, mais je me dis que nous-mêmes, on n'est pas tout à fait dans les règles que l'on fixe. Et donc je pense qu'il faut bien refixer les responsabilités de chacun et demander à chacun d'être sain. Puisque je parle à la FHF, moi je trouve que les directeurs d'hôpitaux devraient reprendre à leur niveau de très nombreuses responsabilités, qu'on renvoie à l'ARS ou à d'autres, etc., sur des sur des responsabilités de gestion. Et je suis un très très grand partisan pour ma part à un grand process de simplification pour l'hôpital public. Et moi, j'avoue que je ne sais pas très bien pourquoi on me demande d'approuver le PRD d'un établissement hospitalier. Pourquoi est-ce qu'on me demande d'approuver les recrutements contrat niveau 2 ? Pourquoi on me demande d'approuver des niveaux de... Mais ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas gestionnaire d'hôpital, je ne suis pas directeur d'hôpital. Je suis pour redonner à chacun la responsabilité qui est la sienne pour qu'il retrouve l'agilité dont il a besoin. Et le dernier point, excusez-moi d'avoir débordé un peu sur le temps de parole qui m'était donné, c'est revivifier le niveau local en y mettant tous les acteurs et pas certains sectorisés, parce que si on reproduit dans le dialogue la séparation qui existe dans notre organisation, ça ne sert à rien. Donc, revivifier le dialogue au niveau territorial par des instances polyvalentes, généralistes, avec des moyens et des capacités d'intervention, alors là, oui, nous recréons, me semble-t-il, la confiance et nous redonnons confiance. Nous redonnons confiance aux acteurs et nous redonnons confiance à la population. Tout ça n'a de sens que pour autant où on arrive à produire du résultat et à communiquer dessus. Tant qu'on ne sera pas capable de dire à nos concitoyens qu'on remet des médecins, qu'il y a des équipes mobiles à leur disposition, nous n'y arriverons pas. Et je conclurai en reprenant ce mot d'un grand élu de la région dont je viens. Il me disait, vous savez, monsieur le directeur général, votre PRS, c'est pas mal, c'est intéressant. Enfin, vous savez, un maire, il aimera toujours mieux qu'on lui annonce l'arrivée d'un nouveau médecin dans son commune que la publication d'un PRS. Si vous voulez bien, d'abord je voudrais remercier l'ensemble des intervenants de cette table ronde, dire aussi à monsieur le président du collège des directeurs généraux d'ARS que j'ajouterai aux propos que vous avez tenus la question du décloisonnement. Sur les territoires, nous sommes des modèles de décloisonnement en ce qui concerne l'hôpital public et nous appelons de nos voeux ce décloisonnement au niveau national. Et de la même façon, ce choc de simplification que la Fédération hospitalière de France porte et demande. Et la Fédération hospitalière de France est un bon exemple aussi de décloisonnement puisque c'est à la fois des élus, des médecins, des directeurs et des représentants d'usagers. Alors, comme le temps nous est un peu imparti, on peut prendre une ou deux questions grand maximum. Désolée si nous créons des frustrations. Pas de questions, ni à distance. C'est une question. Merci, bonjour. Maxime Morin, secrétaire général du 5AS CFDT et directeur d'hôpital.
C'est pas vraiment une question, c'était peut-être juste deux ou trois mots par rapport à ce qu'on a entendu. C'était évidemment très intéressant. Pour vous dire quand même que je trouve que la question de confier complètement la question de la réflexion sur l'évolution de l'offre de soins au GHT n'est pas une question simple et qu'elle doit être interrogée, notamment par des éléments qui ont été dits juste avant. Hein. Le fait de se dire il y a des GHT qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas, territoires où ça marche bien, d'autres où ça marche moins bien, pose la question de savoir pourquoi on ne pourrait pas promettre à tous les citoyens français, y compris dans les endroits où ça ne marche pas, d'avoir quand même des réponses sur ces sujets-là. Donc évidemment, ça éclaire d'ailleurs des questions qui ont été posées ce matin. Je pense à la philosophie pragmatique, c'est ce qui marche qu'il faut faire. Donc voilà, il faut évaluer. On a un problème, on le sait en France, sur l'évaluation des politiques publiques. Le deuxième point, c'est qu'une politique publique, on imagine que ça devrait partir, et ça a été dit aussi implicitement, des besoins des populations, savoir qu'est-ce qu'on vise comme réponse à ces besoins et les moyens qu'on met en face. La simple, et ce n'est pas une critique, la simple formulation de la table ronde, qui commence par l'offre, montre un des problèmes qu'on a quand même dans notre pays sur cette question, c'est-à-dire qu'on continue à réfléchir par l'offre et pas forcément par la réponse aux besoins. Et j'ai trouvé, ça c'est pour Cécile Jaglin-Guimont-Pré, que l'exemple des maternités était un bon exemple parce qu'on a été capable, donc on doit être encore capable de le refaire, en France, de réformer des secteurs ou des disciplines en mettant en face de la réponse aux besoins aussi des indicateurs. Voilà. Et je n'ai pas entendu ce terme-là en santé. Je trouve que c'est un peu dommage qu'on ne l'ait pas cité. Pourquoi je parle de la maternité ? Les décrets de 98, et les statisticiens, s'ils sont encore là, en tout cas ceux qui ont parlé ce matin, le savent bien, il y avait des indicateurs de qualité et de sécurité des soins qui étaient inclus dans les décrets de 98, les décrets qui a réformé les maternités. On a toujours fermé des lits de maternité en France. On en a avant les décrets de 98, on a continué après, mais en face, il y avait des indicateurs qui ont montré pendant 20 ans que la situation s'améliorait, en tout cas que les objectifs qui étaient visés étaient remplis. Et ce qui est très intéressant avec les décrets de périnalité, en dehors du clin d'œil qui est qu'ils vont sans doute être les derniers à être réformés dans la grande réforme des autorisations qui est en cours, ce qui pose question, puisqu'on avait un outil qui était intéressant, c'est qu'à un moment, les indicateurs ont arrêté de s'améliorer, ils ont stagné, ils ont même un peu commencé à se dégrader. Voilà. Et on avait tout pour regarder, éventuellement pour faire, et on ne le fait pas. Voilà. C'était quelques remarques par rapport aux éléments que vous aviez évoqués, mais je voulais vous remercier, c'était évidemment très intéressant. Merci Maxime pour ces remarques. Peut-être juste sur la question de l'offre, autant je rejoins tout à fait l'idée qu'il faut baser nos politiques publiques sur les besoins, mais c'était justement pour prendre le contre-pied de la situation et des besoins de santé que nous avons à couvrir en ce moment et que nous avions à couvrir cet été. Est-ce qu'il y a une autre remarque ou une question ? Oui. Thierry Gaudot. Oui, donc Thierry Gaudot, au titre de la conférence des PCME de CH. Quelques remarques. Je trouve on n'a pas beaucoup parlé des CPTS. Ça a été cité par Jean-Marie, et je pense que quand même, en tout cas au niveau hospitalier, c'est un gros levier des relations ville-hôpital et pour organiser l'offre de soins aussi dans les territoires. Véritablement, quand les hôpitaux prennent langue avec les CPTS, il se passe des choses qui améliorent les parcours, qui améliorent les prises en charge, et ça, c'est important. On porte l'idée aussi que c'est les professionnels qui parlent entre eux, et donc ça doit être aussi les PCME qui doivent être un peu tête de gondole de ces relations avec les CPTS. C'est la même chose sur le contrat local de santé, parce que l'un des problèmes avec les élus, c'est que trop longtemps, ils ont cherché à gérer leur domaine de leur périmètre, entre guillemets, chaque maire voulant son médecin, etc., etc. Et le contrat local de santé aussi, en regroupant dans l'intercommunalité, en tout cas pour l'expérience que j'ai, est aussi un levier pour mieux organiser la réponse des territoires, essayer de bien répartir sur le territoire, par exemple les constructions de maisons de santé pluridisciplinaires, etc. Là aussi, d'échanger avec les professionnels, parce que comment on répond en effet aux nouveaux besoins des professionnels, puisque maintenant il y a les médecins, mais il y a plusieurs professionnels, il y a les assistants médicaux, et l'architecture aussi des bâtiments joue un rôle. Et ça permet aussi de faire un diagnostic du territoire, parce que souvent dans les hôpitaux,
On a notre diagnostic interne, mais on n'a pas une vraie image du territoire sur les besoins de la population, sur, je veux dire, nous par exemple, dans le contrat local de santé, il a été mis en évidence que dans la région où je suis, donc je suis à La Rochelle, il y avait plus, enfin d'abord on a plus de personnes âgées que la moyenne nationale, mais notamment on a un taux de personnes vivant isolées qui est supérieur à la moyenne. Et ça permet aussi que la filière gériatrique essaye de répondre à ces besoins-là pour essayer de favoriser les sorties plus précoces, etc. Voilà. Donc ça joue un rôle. Et Jean-Marie en a parlé. On porte beaucoup le projet territorial de santé parce que je pense que là, c'est la bonne échelle quand on est dans un territoire un peu de proximité. Je pense que dans plein d'endroits, c'est même pas le département, pour répondre vraiment ensemble, les professionnels, à ces besoins de santé. Parce qu'on a critiqué beaucoup le GHT aussi, parce qu'on a imaginé que c'était le GHT qui allait tout gérer, enfin, des gens qui ne sont pas dans les GHT. Or, on a besoin que tout le monde soit ensemble. C'est pas tout le monde dans les GHT, c'est tout le monde autour de la table, dont les GHT. Je voulais insister quand même, parce que moi, je partage beaucoup aussi les hôpitaux de proximité, mais pour que ça réussisse, il y a quelque chose qui nous manque actuellement, c'est la formation médicale, et notamment celle de médecine polyvalente. Et que là, il y a un vrai trou dans la raquette. On est passé des maladies aiguës aux maladies chroniques. Et on a une formation médicale qui est de plus en plus spécialisée. Alors on a besoin de ces hyper spécialistes, mais on ne réussira la réorganisation de l'offre de soins hospitalière qu'en ayant ces professionnels-là. Et là, il y a un trou dans la raquette sur cette formation-là. Et on sait que cette année, il y a un problème avec l'internat, mais qui est ponctuel, mais on va avoir de plus en plus d'internes. Et je pense qu'il ne va pas falloir rater ce moment où véritablement, il va falloir aussi se poser avec ce surplus d'internes par rapport aux générations précédentes, de mieux former, enfin d'avoir une meilleure adéquation entre les internes, entre les médecins formés et les besoins de la population. On a un besoin criant de médecine générale, et d'ailleurs la médecine polyvalente, le problème c'est qu'on les pique à la médecine générale. C'est des médecins généralistes qui viennent à l'hôpital faire de la médecine polyvalente, ce qui n'est pas normal, parce que ça ampute les médecins généralistes, on en a besoin en ville, et on a besoin de gériatres, on n'en forme pas assez avec le vieillissement de la population, on manque de psychiatres, on manque de pédiatres et tout ça. Et là, va falloir peut-être prioriser ces spécialités un peu plus polyvalentes, dans un premier temps au moins, pour remettre un petit peu les besoins fondamentaux des patients au cœur du dispositif. Parce que si on n'a plus que des hyper spécialistes, eh bien, il y aura là aussi des problèmes de prise en charge. Merci Thierry pour ces remarques. Je vous propose d'applaudir bien fort nos intervenants. Merci très chaleureusement. Et juste pour conclure très rapidement en une phrase cette journée, dire que des solutions, oui, c'est possible. La preuve, vous en avez évoqué, et que le changement aussi est possible. Et avoir le courage aussi de changer, le courage de poursuivre et de régler ce qui ne va, de poursuivre sur ce qui va et de régler ce qui ne va pas, c'est aussi un de nos défis. En tout cas, merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et, Président, nous avons fini nos journées université d'été.